Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Le problème de la mesure, il peut se résumer en une seule phrase. Un système évolue suivant l'équation linéaire de Schrödinger, l'état du système étant une superposition d'états propres d'un observable, et reste une superposition d'états propres, tandis que la mesure, correspondant à cet observable, donne un résultat défini correspondant à seulement un des états propres de l'observable, donc non superposé. Ensuite, après cette mesure, le système se retrouve dans cet état propre qui a été mesuré et évolue à partir de ce nouvel état. Donc on peut dire aussi que la mesure perturbe très fortement l'état du système. Quel que soit le processus de la mesure que nous n'avons pas décrit en détail, puisqu'on a une superposition d'états propres, et après la mesure, on n'a plus qu'un seul état propre. Donc, le processus, l'état est fortement altéré par la mesure. Et de plus, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, les deux processus sont incompatibles puisqu'on a une évolution linéaire et un résultat final qui n'est pas une évolution linéaire. On peut le voir très clairement quand on part d'état propre. Donc supposons que le système est dans un état S1, qui est un état propre, qui correspond à A1 pour l'appareil, la position d'une aiguille sur l'écran, ou S2 et A2. Au début, le système est dans l'état S1, disons, l'appareil est dans l'état A0, l'état initial, il y a interaction, et le système évolue vers S1, A1, et donc l'appareil mesure l'état 1. De même, on peut le voir pour l'état 2, qui évolue vers A2. Là, c'est OK. L'évolution correspond au résultat de la mesure. On peut alors faire la somme des deux, et on obtient S1 plus S2, un état superposé, A0, qui évolue vers S1 A1 plus S2 A2. Et c'est là qu'on voit clairement l'anomalie. Parce que cette somme-là, elle est correcte. Elle est correcte puisque un état superposé S1, S2, c'est parfaitement constaté. On peut par exemple faire des expériences d'interférence qui montrent que l'état du système est bel et bien dans un état superposé, comme une particule, un électron qui passe par les deux fentes d'une expérience de Young, par exemple. L'évolution est la même. Pour les deux, ici c'est linéaire. L'évolution correspondante est identique. Et pourtant, le résultat final est un état superposé A1, A2, l'aiguille à deux endroits différents. Et ça, ce n'est jamais observé. L'aiguille est toujours à un endroit bien précis. On a donc là non seulement une incompatibilité, mais quelque chose d'incohérent, quelque chose qui nous échappe. Notons de plus que le processus de mesure n'est pas un processus ponctuel. Il est de type amplification, avec des interactions entre particules, qui sont d'ailleurs parfaitement décrites par la physique. Par exemple, on a un électron et on veut mesurer sa position. On envoie un photon qui est diffusé par l'électron pour mesurer sa position. Et ce photon peut entrer dans un photomultiplicateur composé d'une série de plaques portées à un potentiel élevé. Le photon vient heurter un électron d'une plaque, ce qui l'arrache. Et l'électron va lui-même heurter la plaque suivante, libérant plusieurs électrons
qui vont heurter la plaque suivante et ainsi de suite, produisant un flux d'électrons, avec chaque fois des collisions d'électrons sur électrons. Et le courant est alors mesurable et déhadi, et permet de dire l'électron était là. Et donc, toutes ces interactions sont entre particules, parfaitement décrites par la physique d'interaction entre deux particules, qui peut être considéré comme un système en soi, et donc obéissant parfaitement, selon tous résultats expérimentaux, à la mécanique quantique. Donc, s'il y a une rupture dans le comportement quantique, pas quantique, classique, où se fait cette rupture? Puisqu'on a toute une série d'étapes jusqu'au résultat final, qui sont toutes des étapes élémentaires qu'on peut parfaitement décrire et vérifier avec la mécanique quantique. Voilà quelque chose de bizarre. Où se passe le changement? L'école de Copenhague, qui a élaboré les bases de la mécanique quantique, avec Bohr, Dirac, Heisenberg. L'école de Bohr, qui était le chef de file, était danois, d'où le nom d'école de Copenhague. L'école de Copenhague avait constaté cette différence entre le microscopique et le macroscopique, cette différence de comportement. Et, ne le comprenant pas, il se contentait de l'accepter. Voilà, c'est comme ça, on le constate, sans explication. D'où l'interprétation instrumentale, dont on connaît le succès. Puisque toute notre série a été basée sur la mécanique quantique vue par l'interprétation instrumentale. Et c'est effectivement d'autant plus bizarre que la mécanique quantique est parfaitement valide. Elle passe tous les tests, toutes les expériences, tous les résultats. On peut la secouer de tous les sens, de tous les côtés. Elle est vraiment parfaite. Tout marche. C'est sans doute la théorie la mieux vérifiée de tous les temps par des dizaines et des dizaines de milliers d'expériences, de toutes sortes et de toutes natures. C'est donc vraiment bizarre. Et on observe même des résultats parfaitement expliqués par la mécanique quantique à l'échelle macroscopique. La supraconductivité, la superfluidité. Et rappelez-vous tout ce que nous avons vu avec la physique statistique pour des systèmes macroscopiques, en appliquant la physique statistique avec pour base la mécanique quantique. Avec les statistiques de Bose, les statistiques de Fermi, et même celles de Maxwell-Boltzmann, qui est à Calimite. Donc, c'est assez incompréhensible. Alors, on peut essayer de se dire, mais ça, c'est un peu trop idéalisé. Effectivement, c'est plein d'étapes. Eh bien, essayons de détailler ces étapes. Mais on ne fait qu'ajouter des états intermédiaires. On décompose A en un sous-système A, un sous-système B, un sous-système C. Donc, le photon, la première plaque du photon multiplicateur, la deuxième, etc. On ne fait que décomposer et on obtient exactement la même chose. La linéarité de l'évolution reste. Et donc, au final, on a toujours cette superposition qui n'est pas observée. Donc, décomposer en toutes les étapes de la chaîne de mesure, ce qui s'appelle une chaîne de mesure, ça ne suffit pas à résoudre le problème. Autre chose, nous avons dit, il n'y a rien de plus sensible qu'une particule. La moindre perturbation, elle est bouleversée. Prenons notre électron, on envoie un photon, le diffuser dessus, pour voir où est l'électron. Mais pour que ça soit suffisamment précis, il faut que le photon ait une longueur d'onde suffisamment courte. Une histoire dont nous avions parlé dans l'expérience de Young, en disant, si on emploie des longueurs d'onde trop grandes, pour avoir des photons pas trop énergétiques, on ne voit plus où se produit la tache lumineuse. Pour savoir par où passe l'électron, par quelle fente, il faut un électron d'une fréquence suffisamment courte. Dans ce cas-là, son énergie est grande, et donc, c'est un
comme taper une boule de bowling dans des quilles, l'électron, il est valdingué. Il est totalement perturbé. Nous en avions parlé dans l'expérience de Young, montrant que cela détruisait la figure d'interférence. Donc, on pourrait dire, alors tenons compte de cette perturbation. Ici, on a S1 à gauche, on a S1 à droite, mais non, on sait que c'est perturbé. Eh bien, c'est pas grave. Remplaçons l'observable par un opérateur PO, l'observation pure et dure, P fois O, et P qui contient la description de l'opérateur, qui contient la description de la perturbation induite par la mesure. Dans ce cas-là, ça ne fait jamais que se factoriser, on a toujours la linéarité, et on a toujours la superposition. C'est peut-être plus S1, ça va être S1 et 2, c'est peut-être S1', S2', à cause de la perturbation produite par P, mais à cause de la linéarité de l'équation de Schrödinger, on a encore et toujours une superposition qui n'est pas observée. Donc, quels que soient les détails, quel que soit le réalisme qu'on essaye d'avoir dans le fonctionnement du processus de la mesure, on a toujours et encore le même problème. Notons que ce processus de mesure qui fait qu'à la fin, il ne reste plus qu'un seul résultat, par exemple, c'est aléatoire, on va mesurer ou A1 ou A2, ou S1 ou S2, on va obtenir un des deux résultats, et ce processus est aléatoire, et le fait qu'on n'a plus qu'un seul état s'appelle donc la réduction de la fonction d'onde, dont nous avons souvent parlé. Cette réduction, nous allons déjà jeter un doute dessus. Il ne faut pas la faire trop tôt. À quel moment la faire? Puisque nous avons toute une chaîne de mesures, l'électron, puis le photon, puis l'électron émis par le photon multiplicateur, puis d'autres électrons, etc., etc. À quel moment, dans toutes ces étapes, à quel moment n'a-t-on plus qu'un seul état dans cette superposition? À quel moment se produit la réduction? C'est une bonne question. Mais on ne peut pas le faire trop tôt. Parce que des systèmes microscopiques, un électron plus un photon, peuvent être dans un état superposé, et on peut le vérifier par l'expérience. On peut vérifier que ces états superposés sont des états superposés. Et donc, on ne peut pas appliquer la réduction à ce moment-là. Parce que sinon, on n'aurait pas d'état superposé. Ça se produit plus tard. Et comme toutes ces étapes obéissent à la mécanique quantique, on a tendance à le repousser de plus en plus loin, jusqu'au résultat final. Le résultat final, c'est qui? C'est quoi? C'est nous. On observe ça. Certains ont été jusqu'à dire la réduction se produit avec l'observateur. Voire, puisque c'est nous qui prenons conscience du résultat, certains ont été jusqu'à dire tout obéit à la réduction, à la superposition et à quantique, pardon. Tout obéit à la superposition quantique et à l'évolution linéaire, sauf la conscience. La belle affaire. La conscience, elle est plutôt difficile à définir. Alors, en neurologie, on commence à mieux cerner ça, et tout semble être décrit par les phénomènes de conduction électrique ou plutôt ionique dans les neurones, par la biologie, et donc, au final, c'est comme nos étapes de mesure, dans notre chaîne de mesure, en plus complexe, en plus long, mais avec toujours cette structure microscopique. Malgré ça, il reste un certain flou sur la conscience, des choses qu'on ne comprend peut-être pas bien. Donc c'est bien facile d'aller attribuer ça à une conscience qu'on a du mal à définir. De plus, ce genre de raisonnement tombe vite et facilement dans le philosophique et même le métaphysique. On n'est plus dans la physique. Beaucoup doutent de cette histoire de conscience qui provoquerait la réduction de la fonction d'onde. Donc, on a là un sérieux problème. Vraiment un sérieux problème. En plus, on a le problème des bases privilégiées, que nous avons déjà vu, presque en long et en large, je vais dire. On peut faire un changement de base, pour passer, je vais prendre les primes ici, on passe de A1 à A'1, auquel correspond S'1, on passe à A'2 et S'2. Par exemple,
S'1, c'est S1 plus S2. Et S'2, c'est S1 moins S2. Et on a un changement de base. Et cette fois-ci, c'est plus les états de base qu'on observe. Ce qui est mesuré, c'est plus S'1 et S'2. Ou A'1 et A'2. Ce qui est observé, c'est toujours un état superposé, à savoir A1. Donc un état superposé dans cette base, dans la base choisie. Donc, la base A1, A2, S1, S2 est privilégiée. Mais ça, on sait déjà pourquoi. On a vu avec la décohérence. Clairement, la décohérence provoque l'existence d'une base privilégiée, typiquement la base position à l'échelle macroscopique, pour la position de l'aiguille. C'est donc dans cet état-là qu'il y a réduction. Et elle naît comment? Et comme il y a une interaction de mesure selon l'observable choisi, la construction de l'appareil est conçue pour faire l'opération, comme ici notre photon qui mesure la position d'électrons par diffusion. Et donc la base privilégiée pour la mesure, pour le système, même microscopique, est S1, S2 automatiquement. Il y a un autre souci, qui est la description du système. C'est un problème qui fut soulevé à cette époque. Ah oui, un petit détail. Concernant cette base privilégiée-là, au moins on sait déjà comment ça va aller. Si ce n'est que dans l'interprétation instrumentale, on ne retrouve pas cette idée de décohérence, mais pour une raison très simple. À l'époque où elle a été construite, au début de la mécanique quantique, ils ne connaissaient pas la décohérence. Donc ça, c'est une chose assez évidente. Hein. On ne va pas utiliser dans la définition d'une interprétation quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Donc ça, au moins, c'est logique. Alors donc, je disais, il y a un autre souci, c'est que c'est dans la description du système. C'est quelque chose aussi qu'ils avaient relevé à l'époque, surtout Bohr, et qui fut d'ailleurs la source des disputes avec Einstein, quand Einstein disait « Croyez-vous que la Lune n'existe pas quand personne ne regarde ?» Parce que il y a un problème, c'est on a cette dualité de l'évolution du système linéaire selon Schrödinger et de la mesure, avec une incompatibilité. La mesure, c'est la seule chose qui peut nous donner des informations sur le système. On a un système a priori inconnu dans l'état où il se trouve, on fait des mesures, on a des résultats. Tout type de mesure, que ce soit une observation directe avec les yeux, ou avec des appareils, ou les plus sophistiqués qui soient, tout ça, ce sont des mesures qui apportent des informations. Mais en dehors des mesures, le système est ce qu'il est, évolue d'une certaine manière, sans être observé. Et si on ne l'observe pas, si on ne le mesure pas, on ne peut pas avoir d'informations sur lui. Donc, comment être sûr de l'état du système quand on ne le mesure pas? C'est une difficulté qui pourrait nous causer des soucis, qui pourrait aussi peut-être nous aider pour essayer de comprendre ce qui se passe exactement. Donc, on a une description avec la mécanique quantique, mais est-ce que cette description colle à une réalité pour laquelle nous n'avons pas le moyen de savoir ce qui se passe, parce que dans la période d'évolution sans observation, par définition, on n'a pas d'informations sur ce qui se passe. Donc c'est un problème épineux. Et ça a une application, parce que comme les mesures donnent des résultats définis avec réduction, on n'a jamais accès à la fonction d'onde complète elle-même d'un état donné. Ce qui fait qu'on n'a jamais accès à la nature de la fonction d'onde. Quelle que soit la nature physique qu'on voudrait bien lui coller, c'est invérifiable, ou presque. Donc c'est vraiment un problème. Alors, résumons les insuffisances de l'interprétation instrumentale. Tout d'abord, elle introduit une règle
indéterministe, la règle de Born, on observe A1 ou A2, ici avec une chance sur deux, dans une évolution qui est parfaitement déterministe. L'équation de Schrödinger décrit une évolution déterministe de la fonction d'onde. Pour des conditions initiales données, l'évolution donne une fonction d'onde donnée. 2. Elle introduit un phénomène irréversible, une perte d'information suite à la réduction, dans une évolution qui est réversible. L'équation de Schrödinger est réversible dans le temps. On peut l'inverser. On peut partir de l'état final et remonter à l'état initial. 3. Elle n'explique pas où, quand et comment se produit la réduction. 4. La réduction est incompatible avec le formalisme de base de la mécanique quantique. C'est à peu près analogue à ce problème de indéterminisme et irréversibilité. 5. La réduction pouvant être faite à plusieurs moments, du moment que c'est pas trop tôt, ça jette un doute sur la nature physique de la réduction. Qu'est-ce que c'est que ce processus physique qu'on peut considérer se produire à n'importe quand dans un processus? On avait d'ailleurs déjà jeté le doute sur la réduction quand on avait parlé des particules intriquées et des mesures et d'une réduction qui dépend de l'observateur. Selon son état de mouvement, c'est pas le même système qui se réduit. C'est bizarre. 6. Elle n'explique pas les bases privilégiées. Nous savons la solution, mais dans l'interprétation instrumentale, ça n'était pas pris en compte. Comme je l'ai dit, ça n'existait pas à l'époque. Et 7. Elle ne précise pas la nature physique des objets fondamentaux qui sont décrits par la fonction d'onde. Onde, particule, autre chose. Les auteurs de la mécanique quantique, donc Bohr, Heisenberg, etc., au début, les fondateurs étaient parfaitement au courant de cela. Cette interprétation instrumentale est venue très rapidement, permettait de travailler, mais ils étaient conscients de ses limites, de ses anomalies, des problèmes, des questions que soulevait cette interprétation. Tous les points que je viens de vous citer, ils en étaient parfaitement conscients. Donc, ils ont essayé d'y répondre. Surtout Bohr. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'interprétation de Copenhague. L'interprétation de Copenhague, c'est l'interprétation instrumentale, plus des explications pour tous ces points que je viens de vous citer. Pour espérer apporter des réponses. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.